كلهم Donc je reprends. Je reprends aujourd'hui. Donc je parlais de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Cette caisse d'amortissement, elle a donc la spécificité d'utiliser de la fiscalité directement pour son remboursement, ce que ne fait pas la dette d'État classique. La dette d'État, elle se refinance sur les marchés, on roule la dette, vous connaissez ça bien. D'ailleurs, la notion contre-intuitive que nous avons vécue depuis plusieurs années, et particulièrement pendant la crise, c'est que plus nous nous endettons, plus la charge de la dette diminue. Donc c'est un faux ami, parce que nous laissons à penser que l'endettement, non seulement n'est pas coûteux et onéreux en budget, mais même fait faire des économies. Attention, le jour où les taux d'intérêt remontent, le jour où il faut refinancer ses souches, et bien là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises en termes de budget sur l'État. Donc, c'est là où j'en viens à votre question. Est-ce que c'est dangereux et comment est-ce qu'on rembourse ça? La réponse, c'est pas dangereux, mais c'est un risque. Et comme tout risque, il n'est ni dangereux ni pas dangereux, il faut juste savoir l'appréhender et savoir le sécuriser. L'endettement complémentaire que nous avons vécu nous met en situation budgétaire de risquer si les taux d'intérêt arrivent de plus. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord continuer à rembourser la dette sociale. C'est ce qu'on a fait en avril 2020 en rechargeant la CADES. C'est-à-dire qu'on l'a augmenté, et pas qu'un peu, on l'a augmenté de 136 milliards d'euros pour les déficits passés et les déficits à prévoir. Sur la dette d'État, pour l'instant, nous sommes toujours dans une configuration grâce à une politique monétaire très accommodante par la BCE, de taux très bas qui n'est pas en difficulté. Et pour nous prémunir de ces risques-là, il faut consolider ce qui s'appelle la signature française. La signature française permet à notre agence France Trésor, quand elle va partout dans le monde vendre la dette publique française aux investisseurs, il faut qu'elle reste solide. Pour qu'elle reste solide, il faut avoir une trajectoire de finances publiques cohérente, à savoir, au lendemain de la crise, assumer de baisser notre déficit public drastiquement. Drastiquement ne voulant pas dire de façon austéritaire, mais drastiquement, ça veut dire avec un rythme qui soit à la fois réaliste, qui permette à la fois de continuer à financer nos services publics, mais qui nécessitera un certain nombre de réformes structurelles permettant d'atteindre le retour à nos normes, c'est-à-dire 3% en 2027. Les réformes structurelles sont celles qui permettent de maintenir notre modèle, et notamment notre modèle social, sans avoir chaque année à débourser des finances publiques sous forme de déséquilibre. Les retraites en font partie, on a déjà commencé celle sur l'assurance chômage, ça permet de mettre tous ceux qui le peuvent à cotisation pour financer les droits de ceux qui ont cotisé pour les avoir. Ça, c'est notre mode. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de nationalités dans la visio et que tous les pays n'ont pas ce modèle-là. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle social hérité de 1945, le Conseil national de la résistance, auquel nous tenons collectivement. Moi, j'ai coutume de dire que c'est notre oxygène, que le sujet n'est pas de savoir est-ce qu'on le met en cause ou est-ce qu'on le préserve. Le sujet, c'est qu'on vit avec et qu'on en est fier, c'est une fierté française. Et pour que cette fierté française demeure, il faut la préserver en permettant son financement. Et ça passe par la réforme des retraites, notamment l'allongement de l'âge de départ à la retraite. C'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour permettre au système de continuer à fonctionner. Le système de réforme de l'assurance chômage, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour faire plus d'incitation au travail et décourager la succession de contrats courts de la part des employeurs. Donc c'est pour mettre le pays plus au travail, parce que quand on a un chômage à 9%, comme on l'avait au début de notre mandat, on ne peut pas considérer que notre modèle peut résister à cette situation. Et d'ailleurs, on a mis les Français au travail, on a mis des mesures fiscales et des réformes du travail permettant aujourd'hui d'avoir un taux de chômage à 7,5%. Ça va paraître beaucoup, peut-être pour certains, mais 7,5% en France, on ne l'avait pas vu depuis 2008. Et donc, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Et moi, j'ai coutume de dire que la meilleure façon
d'assainir nos comptes publics et la meilleure façon, après une crise, de rétablir notre déficit public en dessous de 3% de PIB, c'est de remettre la France au travail et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'emploi aient un emploi demain, parce qu'un employé et quelqu'un qui a un salaire, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide d'État, et c'est quelqu'un qui cotise, et qui paye des impôts. Donc c'est doublement vertueux. Et c'est la première des économies. Et on est rentré, je crois, c'est une petite parenthèse politique, mais on est rentré dans une habitude française de chômage de masse, où on se dit quelle réforme d'abaissement de la dépense publique il faut faire pour assainir nos comptes. Et moi je dis, on peut en faire, il n'y a pas de problème, mais commencez déjà par vous demander si passer de 9% à 5% de chômage, ce n'est pas déjà la première clé. Alors, donc, vous avez l'intention de laisser les impôts en état, de ne pas les augmenter ou de différencier la proportion entre tel et tel impôt? La France est un pays avec un taux de prélèvement obligatoire qui est élevé. Oui, depuis longtemps. Un des plus élevés au monde. La question est de savoir est-ce que c'est normal ou pas. Est-ce que la répartition aussi? C'est la répartition aussi. Payer des impôts en soi n'est ni bien ni mal. Ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend du modèle. Ça dépend qui les paye. Ça dépend qui les paye. Là-dessus, attention, ne tombons pas dans le piège de dire la France paye trop d'impôts, donc il faut juste les baisser. Ce n'est pas aussi simple que ça. La France paye d'abord beaucoup d'impôts, en général, parce qu'on a un haut niveau de prestations. J'en parlais. Si vous pensez que les cotisations, c'est de l'impôt, alors forcément, on a beaucoup de prélèvements obligatoires. On peut aussi considérer, c'est un discours plus de gauche, que les cotisations, c'est du salaire différé, que donc c'est pas un impôt, c'est de la cotisation et c'est de la solidarité. Moi, je suis plutôt parti de ce camp-là. En tout cas, c'est une sûr, c'est que les prélèvements obligatoires, dans leur globalité, sont élevés en France. Ils étaient, je pense, trop élevés. On les a baissés. On les a baissés en 5 ans de plus de 50 milliards d'euros. À peu près la moitié pour les entreprises, la moitié pour les ménages. On l'a fait pour les entreprises en baissant notamment l'impôt sur les sociétés, de 33% jusqu'à 27%. On l'a fait en supprimant le CICE et en le compensant par une baisse de charges pérennes. Alors là, on vous reproche de faire une politique de riches. Oui, mais j'y viens. Et on le fait en baissant les impôts de production. Ça, c'est très important. Parce qu'en baissant les impôts de production, on recrée de l'emploi industriel dans l'entreprise. Et pour les ménages, on a supprimé la taxe d'habitation. C'est un impôt lourd pour les ménages. On a réformé l'ISF et on a mis notamment en place ce qu'on appelle la flat tax, donc un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capital. Tout ça mis bout à bout, le reproche du président des riches ne veut rien dire. Pardon, il ne veut rien dire. Le sujet qui compte, c'est est-ce que la richesse rendue et non prélevée a permis de créer une dynamique d'investissement et d'emploi dans notre pays. Et moi, le seul indicateur qui compte pour moi, c'est le niveau d'investissement et d'emploi. Le reste, pour moi, c'est de la mauvaise politique publique. À savoir si tel décide. Soyez bien clair là-dessus, parce que c'est vraiment. Savoir si tel ou tel décide a plus ou moins bénéficié de telle ou telle baisse d'impôt, c'est un débat public important. Mais moi, ma responsabilité comme élu, comme représentant de la nation, c'est de rendre mon mandat avec un taux de chômage d'1,5 inférieur à ce qu'il est prévu. C'est de faire en sorte que la France est pour la première fois et pour 3 ans consécutifs le premier pays européen en termes d'investissement international. C'est faire de la France un vrai climat de production, et notamment de production industrielle, avec des enjeux de souveraineté. Si c'est ça notre bilan à la fin du mandat, je crois être assez objectif et factuel en disant cela, alors c'est que ces réformes fiscales étaient nécessaires parce qu'on était dans un pays qui était étouffé par ces impôts au mauvais endroit. Au mauvais endroit. J'en veux pour preuve 2 impôts. Les impôts de production pour les entreprises, c'est l'impôt le plus bête qui soit. Vous taxez les entreprises avant même qu'elles aient fait de la valeur ajoutée. Le fait de poser votre usine dans un territoire, parce que vous êtes en France, vous êtes taxé. Ça, il faut le réduire massivement. C'est une notion de compétitivité et d'attractivité lambda assez facile à comprendre. Et sur les ménages, je prends toujours l'exemple de la flat tax. C'est vrai que la flat tax a prélevé moins d'impôts plus riches. Incontestablement. C'est vrai. Je ne conteste pas les chiffres. Mais je dis juste que vous avez créé une dynamique d'investissement avec cette taxe, permettant à ces mêmes personnes de réinvestir ou pas, ça dépend de chacun, évidemment, on est dans un pays libre, mais surtout de créer un climat d'investissement et d'embauche dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France n'est plus le pays où il ne fait pas bon investir, comme ça a été le cas pendant tant d'années et tant de décennies. Et donc, vous croyez bien que le résultat
du chômage qu'on a aujourd'hui, alors qu'on a traversé une tempête majeure avec le Covid. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de politiques fiscales qui ont été menées depuis le début et d'une politique de protection et de relance pendant la crise. Et ça, quand vous dites qu'on va être attractif pour les entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire, en leur donnant des facilités fiscales, en réduisant est-ce que vous ne pensez pas que c'est une des motivations d'installation d'une entreprise sur tel ou tel territoire, mais est-ce que ce n'est pas la cerise sur le territoire? Alors, parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles une entreprise s'installe là, il y a les communications, il y a le personnel aussi. Ce que vous voulez dire par cerise sur le gâteau, c'est est-ce que c'est nécessaire et incitatif. Honnêtement, je vais vous dire que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas une création de d'emplois industriels aussi importante depuis qu'on a lancé la baisse des impôts de production. Vous avez des certitudes là-dessus. Tout à fait. Vous pouvez le dire, lesquels? Écoutez les investisseurs et les chefs d'entreprise français et internationaux. Ils vous diront tous que l'impôt de production en France est parmi les plus élevés au monde, et que c'est un vrai frein à l'installation, notamment dans la production industrielle. La France veut dire aussi qu'on a des bons moyens de communication, mais là, c'est pas seulement. C'est un ensemble. La France est restée, pour refaire l'échec de la politique industrielle française depuis les dernières décennies, mais la France est restée un pays de très haut niveau en termes de formation et en termes d'études supérieures et en termes d'innovation et de recherche et développement. Mais la France a perdu tellement d'usines, la France a perdu tellement d'emplois industriels, elle a perdu tellement d'emplois. Évidemment, les notions de compétitivité sont aussi importantes à l'installation. On n'aura pas un coût du travail, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on ait un coût du travail équivalent à certains pays qui montent très bas. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire quelle est la décision d'une entreprise, notamment étrangère, à venir s'installer à France. Il y a la qualité des ressources humaines, il y a le marché français et européen, il y a toute une série de mesures, mais à un moment donné, il y avait aussi un frein majeur qui était qu'en France, on est plus taxé qu'ailleurs. Et si en France, on n'est pas juste beaucoup plus taxé qu'ailleurs, et bien ça fait un vrai différentiel. On n'a pas fait de la France un paradis fiscal. C'est toujours beaucoup de pays que vous êtes une entreprise. En revanche, on a atteint des niveaux standards. C'est-à-dire que venir en France, maintenant, c'est équivalent au niveau fiscal, à peu près, à d'autres pays. Et c'est surtout, du coup, très intéressant parce que vous bénéficiez à plein de la force d'un pays comme la France pour vous installer dans le pays. Et ça, c'est pas pendant la crise que ça s'est joué comme enjeu, même si les impôts de production, c'est dans le plan de relance. C'est aussi beaucoup avant la crise. Et ça, c'est important d'avoir en tête. Sur les 5 dernières années qui sont passées, ce n'est pas que la crise, c'est aussi l'avant-crise. Oui, vous disiez qu'on s'était désindustrialisé, mais en fait, la désindustrialisation a commencé à la fin des années 70. C'est un processus long. C'est un processus long qu'on n'avait jamais réussi à enlever. Je voudrais toujours rester sur la fiscalité. Comme je l'ai dit, vous avez écrit un livre. Les Français considèrent finalement maintenant, parce que nous on a fait quelques enquêtes là-dessus, que l'impôt, ce n'est pas tellement l'apport au pot commun, l'intérêt général, mais que c'est le prix d'un service rendu finalement par l'État, la collectivité locale ou la sécurité sociale. On se situe dans une logique assez marchande, finalement, par rapport à la fiscalité. Ce qui fait que finalement, on refuse l'impôt si on trouve que le service n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez faire pour réhabiliter le consentement de l'impôt? Vous en avez parlé. Oui, j'en ai parlé beaucoup parce que je crois que c'est un sujet qui est central dans la crise démocratique que nous vivons. Et je suis convaincu que résoudre la problématique du consentement à l'impôt, c'est résoudre une grande partie de la crise démocratique. D'ailleurs, quasiment toutes les révolutions passent par une crise de l'impôt à un moment, ou son équivalent. C'est pas une crise du prélèvement. Sur tous les continents. Et l'issue d'une révolution, c'est systématiquement la récupération des terres et la remise à plat fiscale. Ça passe toujours pas. Donc, ça prouve bien que l'impôt, c'est majeur comme problématique démocratique. Moi, ma conviction personnelle, c'est que vous avez raison. D'abord, on a perdu certaines composantes de l'impôt et certaines vocations et fonctions de l'impôt. Il faut toujours rappeler que l'impôt sert à trois choses. Il sert à la solidarité par sa redistributivité, il sert à financer des services publics, évidemment,
et il sert aussi à, on va dire, orienter les comportements. Le premier, pour moi, c'est perdu dans l'esprit collectif. Dans l'imaginaire collectif, on ne paye plus l'impôt dans une logique de redistribution. En tout cas, plus suffisamment. C'est le sondage que j'ai fait en faisant mon livre. Les gens ont eu l'impression, en payant des impôts, qu'ils sont dans la solidarité, plus assez. Et ça, c'est un vrai problème. C'est probablement un problème parce que l'impôt sur le revenu est trop faible dans le produit fiscal de l'État. Toujours rappeler que l'impôt sur le revenu, on est péniblement à 80 milliards d'euros quand la TVA est au moins à 3 fois plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, il reste les deux autres fonctions de l'impôt. La dernière fonction de l'orientation. Il y a la CSG et l'impôt sur le revenu. Je veux dire, Oui, il y a la CSG. et nous avons en France la CSG qui aussi un impôt sur le revenu. Oui, et avec une assiette un peu plus large, un peu proportionnée, sans mitage, sans niche, ce qui fait d'ailleurs son grand succès du côté des impôts et sa grande efficacité. Évidemment, la CSG a un rendement beaucoup plus important que l'IR. Pourquoi je disais ça? Je disais ça parce qu'entre ces différentes fonctions de l'impôt, on a effectivement perdu la partie la plus importante, c'est celle de la solidarité. Et la partie, finalement, financement des services publics devient, comme vous le dites, presque une notion clientéliste. J'exige un niveau de service public parce que je paye des impôts. Donc, le constat tous les 5 ans. Bien sûr. Un sondage tous les 5 ans. Et ça, c'est une vérité qui est inquiétante, parce que c'est normal, après tout, de demander à la puissance publique d'être au niveau quand vous payez des impôts. C'est assez naturel. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Et la dernière fonction, qui est celle de l'incitation, de la désincitation, c'est-à-dire de l'orientation des comportements, elle peut avoir une vertu, elle peut être aussi très vicieuse, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à trop affecter les taxes et à trop vouloir faire du comportement fiscal, on en mine son consentement. Exemple typique, les gilets jaunes, prise du consentement à l'impôt par rapport à une taxe à la pompe qui n'allait pas vers la transition écologique, alors que les Français se sont habitués à demander de la fiscalité affectée, ce qui est une mauvaise chose. La fiscalité affectée, si elle n'est pas bien proportionnée et uniquement dans des critères que les Français peuvent et sont en droit de demander, notamment la santé, notamment l'écologie, doit être évitée. Ça, c'est la thèse de mon livre, qui est assez peu commune, parce que la plupart des gens et des spécialistes, notamment politiques, sont plutôt pro-fiscalité affectée. Moi, je pense que c'est une mauvaise robe dont on ne sait plus se détacher et qui crée paradoxalement moins de consentement à l'impôt. Et donc, je vous rappelle que le Fonds d'Afrique a fait un rapport là-dessus. Il a déjà quelques années, au moins presque 10 ans là-dessus, qui va peu dans le même sens. Au résultat, on a une crise du consentement à l'impôt qui est liée à ce que je viens de vous dire, à son illisibilité totale. Et ça, moi, j'ai une explication bien à moi de parlementaire là-dessus, et j'y reviendrai. Et finalement, mais ça va un peu ensemble, le pouvoir du Parlement et le pouvoir d'évaluation du Parlement. Tout ça fait que le consentement à l'impôt est miné. Votre député, en fait, il a le plein pouvoir sur l'impôt. Parce que l'impôt et la taxe, par la TVA qui est un cas un peu à part, sont finalement un des rares leviers publics sur lesquels le Parlement est compétent à 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever une taxe ou un impôt nouveau, ou changer le taux, ou en modifier les critères, sans passer par une loi de finances. Et donc, si une majorité au Parlement ne le souhaite pas, ça n'existe pas. Donc, votre député. On appelle le principe de l'égalité sociale. Exactement. Donc, votre député. La loi qui fait ça. Votre député a du pouvoir. Mais on a l'impression qu'il n'en a pas. Et comme le Parlement s'est trop affaibli pendant, c'est pas lié à ce quinquennat, c'est lié à la Ve République, et particulièrement à la Ve République collée à la présidentielle. Et comme le Parlement et son rôle s'est affaibli, alors la confiance du contribuable citoyen envers son député, qui est celui qui vote l'impôt, s'est affaiblie avec. Et si vous ne croyez plus dans votre député, alors vous ne croyez plus dans celui qui vote votre impôt, donc son consentement est lié. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je pense que d'abord, il faut un ménage dans la fiscalité, c'est la première chose majeure, notamment dans son affectation. C'est ce qu'on a fait voter avec Eric Woerth dans la révision de la LOLF, en interdisant l'affectation si elle n'a pas de sens direct. Donc déjà, il va y avoir beaucoup de conséquences à cela. Je pense aussi qu'il faut rendre le Parlement beaucoup plus puissant en capacité d'évaluation des politiques publiques. Quand on évalue les politiques publiques,
on rendait compte. Quand on rendait compte, on légifère mieux et on crée du lien avec le citoyen. Je crois que ces deux mesures-là, qu'on améliore dans la révision de la LOM, ce n'est pas la révolution, j'en suis bien conscient, mais c'est une évolution qui est nécessaire et qui, à mon avis, prend en tout cas le bon chemin. Ça traîne depuis longtemps. Et je souhaite que la prochaine législature puisse prendre le relais de ça et continuer à accélérer ce mouvement-là. Parce que ce sujet de consentement à l'impôt, encore une fois, n'est pas un sujet de coquetterie parlementaire. C'est un sujet profondément démocratique. Et quand vous demandez à vos concitoyens combien d'impôts ils connaissent, ils vous en donnent finalement très peu par rapport à l'existence du nombre d'impôts et du nombre de petites taxes, notamment, avec des très faibles rendements qu'ils payent. Justement, ça amène à parler de la fiscalité locale. Oui. La question de la fiscalité la plus proche du contribuable, finalement. Est-ce que vous seriez favorable à une refonte de la fiscalité locale? Vous l'avez dit, la taxe d'habitation, etc., la taxe professionnelle ont disparu. Les impôts de production en partie. Est-ce qu'il faut revoir le système fiscal local? Est-ce qu'il est légitime qu'il y ait une fiscalité locale? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que ce soit l'État qui s'occupe de tout ça, faire remonter la fiscalité au niveau de l'État, la répartir soit par des dotations, soit par le biais d'une partie du produit fiscal de l'État aux collectivités locales avec des péréquations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Plusieurs choses. D'abord, et je fais juste un tout petit pas en arrière, je voulais aussi vous dire, et c'est un lien avec votre question, que l'impôt en France est mal consenti aussi parce que notre Constitution, à son article 40, empêche le parlementaire de voter des dépenses supplémentaires, peut-être d'être à l'initiative de dépenses supplémentaires, faisant comme artifice du moindre impôt la seule capacité pour lui de dépenser. Et ça, il ne faut pas oublier que quand vous avez comme seule fonction possible par votre Constitution le fait de trouver des recettes, eh bien forcément à la fin vous avez un gruyère. Parce que l'initiative parlementaire ne peut pas dépenser plus. Et ça, vous seriez d'accord pour changer ça? J'étais, comme quoi, vous voyez, ce qui est bon en politique, c'est qu'on évolue. Je suis arrivé avec une vision de l'article 40 puriste et me disant que quand on est orthodoxe budgétaire comme moi, on ne peut qu'être pour l'article 40, j'en suis revenu. Je pense aujourd'hui que l'article 40 est un faux ami de la bonne gestion. Je pense que l'article 40 est une mauvaise chose, d'ailleurs ça n'empêche pas les déficits habituels, ça peut l'histoire l'a démontré. Et par ailleurs, c'est ce qui nous limite complètement nos impôts, à commencer par l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Oui, vous pensez que c'est en contradiction avec la logique de la loi. Et c'est totalement en contradiction. Et ce principe que le gouvernement et l'exécutif, eux, n'ont pas l'article 40 et que le parlementaire là, je trouve n'a plus de sens. Si cela avait démontré une bonne gestion pendant des décennies, on ne serait pas à un niveau de dette et de déficit tel que nous avons aujourd'hui. Enfin, je referme cette parenthèse-là. Sur la fiscalité locale, tout part d'un grand malentendu, là aussi, lié à la Constitution. Puis, la notion d'autonomie fiscale. Pourquoi est-ce que c'est un malentendu? Parce que nous avons organisé notre décentralisation avec des impôts dont le pouvoir de taux, dont le pouvoir d'exonération, dont le pouvoir d'abattement était à la main des politiques locales. Vous avez vu local. Depuis 1980. Avant la loi. Exactement. On a fait ça, mais on n'a pas changé la Constitution. Donc on a fait croire, pardon de le dire comme ça, mais on a donné l'illusion d'une fiscalité locale qui n'a jamais vraiment existé. En tout cas, d'une autonomie fiscale qui n'a jamais vraiment existé, puisque tout se vote au Parlement de toute façon. Et donc, c'est le début d'un amour incompris entre l'État et les collectivités qui n'a cessé de croître, avec une défiance permanente de l'État vis-à-vis des collectivités, et surtout des collectivités vis-à-vis de l'État. On me lie les mains, on m'empêche d'eux. Et cette notion-là s'est accentuée ces dernières années, vous l'avez cité, avec deux réformes majeures, une pour le citoyen avec la suppression de la taxe d'habitation, et une vis-à-vis de l'économie avec la baisse des impôts de production, notamment la suppression de la CVAE régionale. Et quand vous mettez ça bout à bout, vous distendez le lien entre le contribuable, qu'il soit citoyen économique, et la collectivité.
que ce soit le bloc communal, le département ou la région. Et donc, il faut prendre une décision à ce moment-là. On est à la croisée des chemins. On ne pourra pas éternellement rester dans cet amour incompris entre les collectivités et l'État sur les sujets de fiscalité. Donc, de deux choses. Soit, et là, je ne m'engage à rien dans la campagne, puisque, d'abord, je et quand bien même j'en aurai un, je ne sais pas quelles seront les propositions. Je n'ai entendu qu'aucun candidat. Ce que je dis, c'est que l'enjeu, c'est le suivant. C'est que soit il y a une réforme constitutionnelle qui consacre l'autonomie fiscale pour de bon, et à ce moment-là, on décentralise vraiment. C'est une compétence, une fiscalité, des recettes, une responsabilisation locale, avec tout ce que ça a de bon et de pas bon. C'est les grands débats de décentralisation, attention aux différenciations entre territoires, aux inégalités, etc. Vous connaissez ce débat par cœur. Mais soit on va là-bas, mais ça veut dire qu'il faut recréer de l'impôt local et l'action. Soit on arrête l'hypocrisie, et effectivement, là, l'impôt est d'abord étatique, et les collectivités ont des financements qui sont soit des fractions de fiscalité, soit des dotations. Mais cet entre-deux est un entre-deux hypocrite, puisqu'on fait croire à une autonomie fiscale qui est une autonomie financière, ce n'est pas la même chose constitutionnellement, et on laisse à croire qu'il peut y avoir demain plus d'autonomie fiscale, alors que cela dépendra d'abord, je pense, de la mesure constitutionnelle. Et vous voyez pas que, en fait, les parlementaires sont aussi responsables de cette perte d'autonomie fiscale. Parce que si on regarde les choses, la réforme de la taxe d'habitation, enfin la suppression de la taxe d'habitation, et même la taxe professionnelle, sont le produit d'une longue évolution, puisque ça a commencé déjà au moment où on votait les lois de décentralisation. La loi de finances rectificative de 82 réduisait déjà la taxe, c'est des bases de la taxe professionnelle. Et on n'a fait que ça depuis des années et des années. Donc, par conséquent, c'est un mouvement de longue haleine, cette histoire. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Oui. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui a supprimé la fiscalité locale. Je veux dire que c'est une longue histoire. Est-ce que c'est une histoire? Il faut l'accepter. Non, moi je crois que c'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut y mettre un terme et faire un choix fort, soit plus de décentralisation. Un choix politique. Le choix de la fiscalité, c'est un acte politique. Bien sûr, c'est un choix de société. Les États sont constitués sur la base de la fiscalité. Mais la France souhaitait plus de décentralisation. C'est pas simple comme débat. Demandez aux Français s'ils auraient voulu que la gestion sanitaire de la crise Covid fût gérée par leurs conseils régionaux. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Moi, si je vous posais cette question, ce n'est pas pour que vous me répondiez. Non, mais je pose des enjeux. C'est pour savoir si vous êtes favorable à une discussion au-delà des idéologies, des préjugés, etc., sur cette question de l'autonomie fiscale, avec en toute bonne foi, et au-delà des intérêts corporatifs des uns et des autres. Je crois que je pose le débat de façon assez, en tout cas, au-dessus des clivages. Et vous seriez favorable à poser ce débat-là sur la place publique? Oui, c'est sûr, avec une difficulté. C'est quelle que soit votre opinion là-dessus. Et encore une fois, je ne dis pas du tout ça vis-à-vis des exécutifs régionaux. Ils changent. Ce n'est pas le problème des exécutifs régionaux. Il y a une défiance politicienne entre l'État et les collectivités, mais ce n'est pas ça le fond du débat. Le débat, c'est une défiance, c'est une rupture de confiance entre l'État dans sa globalité et les collectivités dans leur globalité. Ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche. Ça existait quel que soit. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir que ceux qui sont aux manettes de l'État, qui étaient des anciens patrons d'exécutifs locaux, deviennent les premiers ennemis des collectivités sur ces sujets-là, et redeviennent après les fondants. Il y a un jeu de rôle qui n'est pas acceptable parce qu'il est au détriment de l'efficacité de la fiscalité, mais surtout au détriment démocratique des citoyens. Et personne ne sait en France, et c'est à mon avis le grand défaut, à peu de choses près, quel est le pouvoir de taux de sa collectivité. Alors, la taxe foncière et la taxe d'habitation, jusqu'à ce qu'elle soit supprimée, c'était grosso modo, on savait que c'était le maire qui décide. Voilà, à peu près le seul truc. Personne ne sait que la CVAE, elle a une part régionale, une part communale. Ça n'existe pas. Personne ne sait que la région a des pouvoirs de taux sur des sujets, des taxes économiques à droite. Personne ne sait, et
Et ça pose quand même une grande difficulté, là aussi, de consentement à l'impôt. Ne pas savoir ce que vous payez à qui est un problème, parce que c'est le meilleur moyen de se renvoyer la balle. Donc, pour répondre à votre question, moi, je suis d'accord pour poser le débat. Aucun problème là-dessus. C'est juste que sur l'option 1, à savoir remettre davantage d'autonomie fiscale, il va falloir accepter probablement de recréer un impôt local. Ça ne veut pas dire que, en termes de prélèvement obligatoire en montant, ça sera supérieur. Ça veut juste dire que la mécanique et l'ingénierie fiscale seront mises à contribution pour créer un impôt local. Ça, est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à entendre le nom d'un nouvel impôt? Ça, c'est un sujet de débat public intéressant. Non, on sait très bien que jamais créer un nouvel impôt sans en supprimer par exemple. Alors, l'idée, ce ne serait pas d'en supprimer un autre, ça serait d'en baisser les dotations. Oui, mais ça, les Français n'en peuvent pas. Mais bon, mais je crois que c'est un débat qu'on doit avoir. Parce que c'est quand même le secteur local est un secteur porteur de beaucoup de richesses aussi, de solutions. La variété d'une société, elle est aussi fondée sur la variété de ses institutions locales. On arrive à la dernière question. Je pense que, comme il est déjà 19 heures, on va passer aux questions des personnes qui en ont posé. Alors, sur la suppression de l'autonomie fiscale, sur la suppression de l'autonomie fiscale et la mosaïque que vous avez dit, j'aime pas. C'est une question à laquelle vous venez de répondre. La mosaïque fiscale, etc., la suppression de l'autonomie fiscale ne milite-t-elle pas pour une réforme de la fiscalité locale? Vous avez répondu. Là. La réponse est oui, mais dans quel sens? Bon, l'essentiel, pour moi, l'essentiel, c'est d'en débattre. Oui, d'abord. Débattre intelligemment. Ça, c'est sûr. Ensuite, alors, vous avez une question. Je crois que je vais vous faire poser la question parce que je n'arrive pas à revenir. Oui, il y avait une question, la première question sur les enjeux, les grands enjeux des finances publiques. Et ça doit être quelqu'un de l'Afrique subsaharienne parce que il dit, vu du Sahel et plus généralement d'Afrique subsaharienne, le financement de la sécurité sanitaire, le financement de la sécurité sécuritaire constitue un enjeu très important pour lequel il y a très peu de solutions adaptées. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est vrai que le financement sécuritaire est important aussi dans les pays développés. Et j'imagine que pour les pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne, il y a une dimension plus importante, ou en tout cas, il y a des aspects spécifiques que nous n'avons pas, ou que nous partageons en partie pour les questions liées au terrorisme, j'imagine. Alors, peut-être que vous passez aux autres questions. Il y avait encore des questions sur la fiscalité locale. Ces questions, il y avait notamment quelle devrait être l'association des collectivités locales au redressement des comptes publics lors de la nouvelle législature? Ne faudrait-il pas une nouvelle contractualisation? Oui, moi je suis partisan en tout cas de cela. Ce qui est même une contractualisation, parce qu'on reproche à cette contractualisation d'être une fausse contractualisation. Peut-être que ça peut être. Le contrat, c'est une égalité de En tout cas, comme souvent en termes de finances locales, il faut avancer par étapes. Et ce qui a été fait entre 2017 et la crise Covid et le contrat de Cahors sont une avancée intéressante. Sûrement pas totale et parfaite, mais une avancée intéressante. C'est-à-dire que pour les collectivités concernées, à partir d'une certaine taille, cet engagement à ne pas dépasser les dépenses de fonctionnement au-delà de 2%, je ne sais plus, il y avait un engagement sur l'utilisation, je pense va dans le bon sens, parce que les collectivités qui s'y sont engagées et qui l'ont respecté ont pu le faire, comme quoi c'est faisable, et l'ont fait même, je crois, avec un certain entrain. En revanche, la contrepartie à ça, c'est qu'il faut leur permettre de le faire. Et là, je mets plutôt la casquette collectivité. Il est parfois difficile de contractualiser quand on vous impose des dépenses complémentaires. C'était vrai pendant la crise, certes, mais c'était vrai même avant. Quand vous augmentez, par exemple, les rémunérations fonctionnaires
catégorie PSC, je dis n'importe quoi, que cela s'impose à la fonction publique territoriale et que on dit aux collectivités, mais financez-le, c'est pas facile, ça paraît comme une injonction contradictoire par rapport à vous devez contractualiser avec une dépense. Donc, je crois que ça marche bien, mais comme encore plus que la loi, le contrat exige de la confiance mutuelle. Et donc, j'en reviens à mon premier point en fait avec les collectivités. Il faut d'abord renforcer la confiance entre les deux pour contractualiser. Et vous voyez cette anecdote de rémunération de la fonction publique imposée aux collectivités, c'est symptomatique de la confiance qui peut être reconduite par moment quand vous signez et dites d'accord, moi je peux bien m'engager à telle trajectoire financière, et puis finalement on vous impose une dépense complémentaire et vous dites, bah oui, mais moi je ne peux plus tenir mon contenu. Et donc là, ça peut créer effectivement une certaine défiance qu'il faut absolument éviter, et c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais je crois beaucoup, après la crise, dès la prochaine législature, si le contexte sanitaire le permet, de repartir sur une logique de contractualisation avec peut-être plus de collectivités. Et de repartir sur le même type de contrat, ou de réfléchir à des contrats qui seraient plus acceptés par les collectivités locales. Encore une fois, moi je crois à la concertation. Je crois beaucoup à la concertation. Et on peut remettre sur la table toute une série de choses. On est dans un. Tout à l'heure, on peut dire la même chose. Les réformes qui concernent les collectivités locales, parce que par exemple, on a globalisé les subventions, on a globalisé les prêts aux collectivités locales. On est dans une logique de responsabilisation, c'est-à-dire dans une logique libérale, économiquement libérale. Donc, par conséquent, le contrat, c'est l'essence même du libéral. Donc, par conséquent, pourquoi ne pas réfléchir sur des contrats qui correspondent bien à la logique du système qui s'est bâti depuis maintenant une cinquantaine d'années. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je crois qu'on va en profiter. En fait, je prends les contrats de Cahors comme un essai réussi. Chacun le regarde un petit peu de la fenêtre qu'il souhaite, parce qu'il y a eu aussi des constats d'échec, probablement. Je le prends comme une expérience réussie sur laquelle il faut capitaliser, sur laquelle, à mon avis, il faut largement ouvrir, à la fois dans les objectifs qu'on se donne ensemble et dans les collectivités concernées. Parce que les contrats de Cahors ne concernent pas toutes les collectivités loin de là. Et les finances locales sont un enjeu de rétablissement des finances publiques. Et les finances locales doivent participer à cet enjeu. Alors, toujours sur la fiscalité locale, n'y a-t-il pas un risque d'envolée de la taxe foncière sous l'effet de la suppression de la taxe d'habitation? Oui, c'est une question en tout cas très légitime. Oui, il y a un risque. Mais ce risque-là, si je vous disais que l'État le contient, à ce moment-là, je nierais moi-même ce que j'ai dit sur le pouvoir de taux laissé aux maires. Oui, il y a un risque. Je voudrais juste préciser une chose importante, c'est que la suppression de la taxe d'habitation a conduit à un remboursement intégral de la perte pour les communes de la TH, d'abord par du dégrèvement d'État, puis par un transfert de taxe foncière, TFPB, par départemental et ou par intercommunal, vers la commune. Et s'il y a un différentiel, il y a un coefficient correcteur qui le corrige. Donc, en soi, en termes de finances locales, la réforme a été construite de telle manière que le maire n'a pas besoin, en soi, d'augmenter la taxe foncière pour compenser une baisse de recettes liée à la TH. Ça, c'est l'esprit de la réforme. Comme toujours, il y a l'esprit, il y a la réalité. Dans la réalité, oui, je veux bien entendre qu'il y ait certains besoins d'augmentation de TF de certaines communes, certains aussi qui augmentent la TF parce qu'ils ont besoin de financement complémentaire de toute façon. Et il n'y a pas que la TF, d'ailleurs, il y a encore la TH résidence secondaire qui est aussi un levier pour certaines communes d'augmentation fiscale. Et donc, cela peut aussi être un des risques que il y a une question sur la dépendance. Comment la financer? Alors, très bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse, je vais être très honnête. Ça dépend comment on prend le problème. Vous voulez expliquer, parce que oui. Tout le monde. La dépendance, La dépendance, c'est évidemment la problématique de l'autonomie des personnes âgées, ce qu'on appelle communément cinquième risque. Pour finalement assumer que c'est un tel problème de société et de solidarité
tout cas c'est un tel enjeu de société de solidarité, que cela est équivalent à ce que nous avons fait sur la vieillesse au sens retraite, ce que nous avons fait sur la maladie, bref, une branche que nous avons créée au fur et à mesure, quand nous avons créé notre modèle social pour l'équité chez Patrick. Ce quinquennat-là a créé pour la première fois la cinquième branche étant liée à ce risque. Modèle, encore une fois, CNR. Mais pour ça, moi, je conçois assez simplement les choses sur ce modèle. C'est un risque, une branche, une caisse, une cotisation. Pas 36 manières de le faire. Si vous sortez de cette logique-là, si vous dites on verra bien avec les finances de l'État, les finances de la dette, vous n'êtes plus dans le modèle vertueux de la cotisation et de la solidarité. Mais pour ça, c'est-à-dire qu'il faut assumer une cotisation complémentaire. Alors, la vérité, elle se trouve comme souvent entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez composer et vous pouvez commencer par créer votre branche avec du financement d'impôts, avec du financement qui peut arriver par des recettes complémentaires, avec du choix budgétaire, vous pouvez commencer par là. Mais à terme, la viabilité du cinquième risque devra passer par un modèle de solidarité qui devra passer par la cotisation. Ça, moi, je suis profondément convaincu. Est-ce que ça doit se passer sur un prochain mandat? Peut-être beaucoup. Laisser le système s'installer et les prestations d'abord s'installer, être et après brancher des tuyaux de cotisation. C'est peut-être d'ailleurs plus responsable et plus raisonnable que d'abord prélever, mais c'est surtout plus honnête vis-à-vis des citoyens que de d'abord prélever et après dire on va créer notre système de solidarité. D'abord créons-le et finançons-le avec les recettes que l'on a, quitte parfois sur le début à passer par l'emploi. Mais assez rapidement, il va falloir le modèle de cotisation, sinon c'est plus le modèle de gestion. Alors, il y a une question sur par rapport au PIB. La question dit, est-ce que ça reflète vraiment un excès de dépenses publiques ou un chiffre qu'on instrumentalise? Ne devrait-on pas voir la contribution de la dépense publique au PIB? Oui. Alors. Donc, notre ratio qui montrerait l'inverse, c'est-à-dire ce qu'amène le côté positif de la dépense publique à travers du PIB. Oui, bien sûr, la dépense publique est un booster de PIB, ça c'est indéniable. La question c'est est-ce que le ratio est bon? Est-ce que c'est un booster puissant ou est-ce que c'est un booster mou? Bien que la dépense publique est un booster puissant, un plan de relance par exemple, indéniablement. Et vous avez la dépense publique est un booster mou. Quand vous dépensez pour du fonctionnement d'État qui lui-même, honnêtement, pourrait être optimisé, vous êtes dans la dépense avec des effets mous, sinon même nuls. L'enjeu, c'est de savoir et de trouver les objets de transformation publique qui peuvent permettre de faire mieux avec moins. Ça, c'est pas facile. Il y avait Robert Barrault qui avait fait une étude. Oui, mais la réforme de l'État, c'est passionnant comme objet, c'est juste que tout le monde en parle. Après, il faut manette, il faut oser le faire. Parce que vous créez tellement de résistance dans les corps constitués et dans les habitudes d'État que souvent, les pouvoirs publics est découragé. C'est dommage. Je pense que, et ce n'est pas une question, encore une fois, de montant à économiser, il ne faut pas être obsédé par ça. La France, je rassure tout le monde là-dessus, la France sait faire face à son endettement et à son refinancement. On n'a pas d'urgence à aller couper et à aller sabrer notre dépense publique. L'enjeu, ce n'est pas la rapidité, l'enjeu, c'est l'efficience de la dépense. Ça, c'est important pour ce point. Les Français, ils n'en ont pas marre de payer des impôts pour la plupart. Ils ont l'impression que ça sert à dépenser des trucs inutiles. Et ça, par contre, c'est très important. Il faut beaucoup de pédagogie. La plupart, même l'immense majorité des deniers publics servent à des choses très utiles dans notre pays. Il y a un peu de gabegie, il y a un peu d'inutilité. Et bien, il faut aller faire l'effort politique d'aller créer plus d'efficience partout là où on peut, parce que c'est bon pour les finances publiques, c'est très bon pour le consentement citoyen, et c'est très important pour montrer que notre pays n'est pas installé dans une sorte de grand panier percé de dépenses publiques dans lequel on remet chaque année et dont on ne ressort pas plus efficient. Je ne reprends pas une politique publique que je cite régulièrement, l'éducation nationale. Tous les derniers quinquennats ont mis 5 milliards de plus. Bon, si on y va comme ça, le truc peut coûter 100 milliards à la fin. Les résultats, est-ce qu'on a une éducation nationale performante qu'avant? Non, c'est pas vrai. Je ne dis pas du tout que les profs font un bon boulot, je pense même l'inverse. Je pense juste que la structure de coût n'est plus adaptée. Là, une réforme du système de l'éducation nationale est nécessaire, à commencer par la nécessité de recueillir les enseignants d'abord, de les valoriser
c'est de rendre le métier plus attractif et de repenser peut-être la vraie structure pédagogique pour faire en sorte qu'on ne se déclasse pas au classement PISA tous les 5 ans, alors qu'on est 5 milliards tous les 5 ans. Ces courbes croisées ne sont plus acceptables. Voilà. Donc ça fait partie des grandes réformes de structure. J'espère qu'on pourra voir sur un nouveau mandat. Il y a une question qui se rattache un petit, enfin, qui se rattache à votre dernier propos. C'est sur les échecs répétés des tentatives de réforme de l'État et l'exemple est cité d'Action publique 2022, dont l'auteur de la question considère qu'elle a eu des résultats modestes. Donc, ce qui vous est demandé, c'est comment expliquer les échecs répétés. Ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de lancer la réforme de l'État. Et comment faire mieux? Alors, si vous nous donnez la solution, ce sera formidable. Moi, je dis toujours à ce sujet-là qu'il y a un super bouquin qui vient de sortir sur la réforme de l'État, c'est François Desclosiers qui l'a écrit, c'est en 90, je crois. Tout est d'actualité, presque. Il faut juste changer d'ici. C'est quand même, c'est vrai. Il faut aimer l'État. C'est incroyable. Moi, je crois que, alors, pour l'exemple de CAP 22 et de ce rapport-là, ça c'est un choix politique. Ce que je vous dis, moi je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans les recommandations de ce rapport. Certaines ont été appliquées, assez peu, c'est vrai, cette dit cette personne est assez juste, trop peu à mon goût. Écoutez, charge au prochain responsable d'en faire plus. Voilà. Moi j'espère que ce sera même président pour 50 plus pour avoir cette ambition-là. Ce qui est sûr, c'est que l'ambition de la réforme, de façon générale, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été dans l'ADN de ce mandat. Elle a parfois échoué en cours, le cas des retraites, on s'est pris la crise Covid plein de fois. Elle n'est parfois pas allée au bout de son ambition initiale, ça d'accord. Mais l'esprit de réforme, il existe dans ce quinquennat, notamment la réforme fiscale, la réforme sur le marché du travail, la réforme de l'assurance chômage que personne n'a osé faire, on l'a fait et elle porte ses fruits. Bref, ce sont des objets de transformation qui sont importants et qui démontrent qu'on peut, dans ce pays, faire bouger les lignes. C'est juste que ça prend du temps. Il faut éviter de se prendre des crises sanitaires de plein fouet pour aller au bout. Alors, il y a une question sur la loi de finances publiques pour 2022 prévoit 130 milliards de dégrèvements et de remboursements, ainsi que 90 milliards de dépenses fiscales, soit une perte de dépenses de 220 milliards. Ne faudrait-il pas repenser l'efficience d'une telle pratique fiscale? Alors, oui, elle est très légitime. Je vous ai dit ce que j'en pensais sur la source de ce problème-là. C'est l'article 40 de la Constitution. Vraiment. Alors, je crois que les parlementaires, les factures que j'ai faites, on n'avait pas réglé. Et la compensation. Mais enfin, ça y contribue beaucoup. Moi, comme rapporteur du budget, je pense que j'ai découragé mes collègues avec, je pense, effroi et désolation, tellement je disais non à toute nouvelle dépense fiscale. Surtout pendant une crise. Si vous voulez dépenser, oui, parfois il faut. Je vous l'ai dit pendant quoi un peu. Faites du budgétaire. C'est pilotable, on sait fermer le robinet, on sait où ça va. Faites du budgétaire. Alors, comme le parlementaire ne peut pas, il faut que ce soit le gouvernement qui le fasse pour lui. Ce n'est pas acceptable comme situation. Donc, tant qu'on sera dans cette constitution avec l'article 40, et je vous jure que si demain je reste parlementaire et qu'il y a une réforme constitutionnelle, je me battrai pour la révision de l'article 40. Parce que ça, c'est un vrai problème. Vous avez des appuis. Oui, mais il y a de la résistance. Je pense que c'est un vrai problème. Et que ça ne va pas dans le bon sens, l'article 40. Et donc, pour répondre à cette personne, oui, il a tout à fait raison. Il ou elle a tout à fait raison. Mais on est dans une situation de limitage des recettes de façon trop importante. Parfois nécessaire, le dégrèvement et les compensations, si on va au bout de la logique de recentralisation, c'est normal quand même. Bon. Et par contre, les dépenses fiscales, il y en a trop. Ça, c'est clair. Alors, autre question, y a-t-il chaque année une consolidation de toutes les participations de l'État, donc celles qui sont rassemblées au sein de l'Agence des participations de l'État, Fonds de garantie des retraites, participation des banques publiques, donc ce qui permettrait de connaître les gains et les pertes des opérations patrimoniales de l'État
et d'avoir chaque année une évaluation du portefeuille total réel de l'État. Ça, c'est la question de l'État actionnaire, dont la lisibilité de l'État actionnaire n'est pas parfaite, loin s'en faut, de la part du Parlement. Ça, c'est une des grandes demandes qu'on a faites, c'est d'avoir systématiquement une sorte de jaune budgétaire permettant d'avoir de façon beaucoup plus consolidée la visibilité de toutes les participations de l'État. On en a via la mission budgétaire, PFE, participation financière de l'État, par exemple de Bénédicte Perrol, qui a une vision typiquement sur l'APE, ça on a. Pour BPIFrance, qui est un opérateur qui passe donc sous le radar, il faut les auditionner, avoir leur bilan annuel, leurs résultats, et on peut le faire. Pareil pour la Caisse des dépôts, pour la partie participation. Bref, vous voyez que l'État est actionnaire à travers différents modèles. Demain, peut-être à travers France 2030, etc. Et donc, la vraie difficulté, c'est de consolider, d'avoir une vision d'ensemble, avec des temps et des rôles différents. Vous avez une partie de l'État actionnaire qui n'est pas là pour gagner de l'argent, qui est là pour être en soutien. Vous avez une partie de l'État actionnaire qui est là pour investir et qui assume totalement la rentabilité. C'est des données publiques, elle est là pour aider les entreprises à croître, mais elle est là aussi pour faire du rendement. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ça a du sens si on sait séparer les thèses d'investissement qui ont des différences parce qu'elles ont des objets politiques différents. Et ça, c'est important, je crois, d'avoir une vision exhaustive. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment sur l'État actionnaire dans sa globalité. Alors, il y a une question technique sur les limites des autorisations d'engagement et crédits de paiement. Comment rendre cette présentation plus transparente? Alors, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'elle manque de transparence. Tout est disponible. Tous les bleus budgétaires sont disponibles. Tous les PAP et tous les RAP sont disponibles en ligne. Là, pour le coup, je trouve que la LOLF a amené quand même quelque chose de formidable. C'est la documentation budgétaire et justement cette transparence. Ça, c'est quand même un objectif. Oui, c'est un objectif. Donc, les AE et les CP, donc les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, ils sont consultables. Ce qui est moins, enfin, c'est pas que c'est pas consultable, mais ce qui est moins pertinent sont les indicateurs de performance, qui, à mon avis, doivent être pensés. Et ce que nous avons instauré dans la modernisation de la LOLF, c'est le rôle du parlementaire dans le choix des indicateurs. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le parlementaire est contrôleur des crédits, comme rapporteur spécial. Et que donc, il ait son mot à dire par voie d'amendement sur le choix des indicateurs est très intéressant. Parce qu'il y a des indicateurs, honnêtement, c'est soit franchement pas dur à atteindre, soit pas pertinent du tout. D'ailleurs, ils ne sont pas tous conseillés. Mais sur les AE et les CP, bon, on comprend, ce sont des choix politiques qu'on comprend quand les lit. Il y a quelqu'un qui revient sur les statistiques en matière de dépenses publiques, mais c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais je pense que ça vaut la peine de le résumer, et qui dit que c'est la production de services au regard de la dépense qu'il faudrait pouvoir mesurer pour savoir s'il y a vraiment création de valeur et non pas destruction de valeur par la dépense publique. C'est intéressant comme commentaire, hein, ce que l'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, il ne pose pas de questions, mais le témoignage de l'opinion est intéressant. Alors, oui, allez-y. Je ne sais pas si ça se mesure en création ou destruction de valeur, parce que l'État n'est pas une entreprise, ou alors il faut redéfinir la notion de valeur. Quand vous mettez des enfants dans l'école, vous créez de la valeur de progrès dans le pays. Vous ne créez pas de richesse, vous faites que de la dépense, vous créez de la richesse pour la société. Donc, je pense que l'efficience de la dépense publique, elle a cette difficulté, c'est que tout n'est pas argent. Et heureusement, d'ailleurs, le vivre ensemble nécessite autre chose comme indicateur que la création du plan valeur. En revanche, c'est pour ça qu'on a instauré avec Eric Woerth une vraie distinction pour la première fois entre investissement et fonctionnement, c'est qu'on veut que tous les exécutifs se positionnent sur ce qu'ils considèrent comme de la dépense de fonctionnement et de la dépense d'investissement. Ça, c'est intéressant. Parce que, est-ce que financer un prof ou un chercheur, c'est un investissement? Oui. C'est de la dépense d'avenir et en même temps, c'est de la dépense de fonctionnement au sens de l'État et du titre 5 de et c'est aussi l'investissement de société. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ces notions. Alors, il y a pas mal de littérature économique là-dessus, sur comment est-ce qu'on considère effectivement que la dépense, d'abord de l'investissement avant de la dépense courante, et c'est ça finalement qui crée la valeur, à mon sens. Et c'est pour ça que ça, on n'insiste pas assez. On n'insiste pas assez là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser beaucoup dans certaines politiques publiques qui sont nécessaires pour vivre ensemble.
et donc, ils ne sont pas négociables. C'est un changement de concept. Ouais, Ça, il faut arriver à- Absolument. Alors, il y a quelqu'un qui revient sur la maîtrise de la dépense locale et la responsabilisation des élus. Le meilleur moyen de maîtriser la dépense locale n'est-il pas de responsabiliser les élus locaux sur le niveau de l'impôt prélevé en proximité pour financer ces dépenses, ce qui militerait pour une fiscalité locale lisible, que ce que vous avez évoqué, et sur lesquelles les collectivités ont une capacité d'intervention. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le débat de savoir est-ce qu'on crée une vraie autonomie fiscale ou pas dans notre constitution qui créerait de facto ce sujet-là. en finir avec cette histoire. Il faut faire un choix. Moi, je crois qu'on est à la croisée des chemins. Ça va. Si on traîne ça tous les années, Oui, et encore une fois, la suppression ou la diminution des derniers impôts a rendu vraiment absolument nécessaire cette réflexion. Alors, une question, où en est la réforme du cadre budgétaire européen? Alors, elle avance. Ce sont des négociations qui sont longues et complexes, parce que vous savez que tous les pays européens n'ont pas forcément la même vision de ce vers quoi ils vont aller. Je trouve que la vision du président Macron est bonne dans le sens où on ne se contente pas de fuir les critères de Maastricht. Elle propose de les repenser à l'aune d'une réalité objective. Les chiffres ont changé pour tout le monde, notamment avec la pétrole. Et surtout, les réalités de besoins dans notre continent ont évolué, notamment l'investissement vert, l'investissement pour la transition écologique. Si on considère, c'est un choix politique, si on considère qu'investir dans la décarbonation de nos pays n'est pas une option, on considère que c'est ça où on va à la catastrophe. Alors à ce moment-là, il faut effectivement assumer de repenser les critères budgétaires en les séparant. En les séparant. C'est un peu comme un quoi qu'il en coûte. C'est aussi une obligation. Et le refinancement des dettes vertes se fait plutôt bien. Donc, je crois qu'il faut savoir séparer la dépense. Et même au sein de l'investissement, séparer les investissements. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les dépenses d'avenir. Il faut savoir ce qui est vraiment l'essentiel. Parce qu'en fait, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, et ça, il faut savoir le dire à l'échelle européenne, c'est que certains pays, frugaux, refusent de penser. Ils considèrent que le début de la distinction bonne et mauvaise dette, c'est une fuite en avant, il n'y a que de la mauvaise dette, en disant, mais si, moi je la considère comme bonne. Et donc, en revanche, là où c'est compliqué, c'est que pour pouvoir imposer de nouveaux critères, il faut quand même être bien rangé chez soi. Et c'est vrai que la France a pour ça un grand défaut, mais qui ne date pas de ce quinquennat, qui traîne pendant depuis très longtemps et qu'on a commencé à résoudre avant crise, mais il faudra encore du temps, c'est notre solde primaire. Notre solde primaire ou notre solde structurel sont deux indicateurs qui sont extrêmement importants sur lesquels la France est probablement le dernier pays autant à la traîne à ce niveau-là. D'un autre côté, on a une qualité comptable publique qui est bien meilleure que beaucoup d'autres pays. C'est possible. Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait, à mon avis, aussi une certaine loi. Là, c'est une dernière question. Qu'en est-il des consignes du FMI, surtout en matière du plan de rééquilibrage des comptes publics? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas le plus compétent, d'autant plus que je ne travaille vraiment pas du tout sur des pays dont le FMI est financier. Donc, c'est plein de gens très experts là-dedans. Je ne vais pas m'aventurer dans une réponse hasardeuse. J'ai posé toutes les questions. Ça y est. Il est presque 19h30. On s'était fixé 19h30. Je pense que c'est très bien. On a quand même balayé pas mal de sujets, et puis de façon, je crois, brillante. Je suis admiratif parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes dans les affaires, depuis 2017, et je suis vraiment admiratif parce que vous avez assimilé des choses qui sont très compliquées et vous les restituez parce que vous avez le sens pédagogique. Vous auriez dû être universitaire. Et peut-être que j'ai trouvé ma voie pour. Non, mais je vous remercie. Je pense que vous exagérez, mais ce qui est vrai, c'est que je suis convaincu que le politique, quel que soit son champ d'expertise, a une responsabilité dans la pédagogie. C'est ce qu'on fait. Sinon, on travaille en chambre et on n'en parle jamais.
Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, je pense que c'est une vraie importance. Après, si vous avez besoin de stagiaires en finances publiques, je vais vous rejoindre après mon mandat. En tout cas, merci beaucoup et j'espère qu'on pourra redébattre de tout ça très prochainement dans le colloque que l'on organisé aussi, bien sûr. Merci encore. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et puis, j'espère que vous aussi, vous arriverez à nous suivre sur les prochains colloques que nous allons mettre en place et par webinaire et peut-être de façon présentielle, nous l'espérons. Merci encore. Merci à vous. Laurent. Merci. Merci beaucoup.